On peut remonter dans le temps, année par année, de la même façon qu'un forestier compte les cercles d'un tronc d'arbre. On voit les strates annuelles dues au gel et au dégel. On remonte ainsi dans de nombreux glaciers jusqu'à un millénaire et on a pu établir une courbe des températures. Bleu, c'est froid, rouge, c'est chaud. Je vous montre ça pour plusieurs raisons. D'abord pour les sceptiques qui ne manqueront pas de dire « c'est un phénomène cyclique. Au Moyen-Âge aussi, il y a eu un réchauffement. » En effet, il est là. Et deux autres. Mais à côté de ce qui se passe maintenant, c'est sans commune mesure. Et si l'on rapporte les températures sur 1000 ans au taux de CO2 sur la même période, on constate une étroite relation. Un millénaire de CO2 dans les glaciers, c'est déjà pas mal. Mais en Antarctique, on peut remonter jusqu'à 650 000 ans. Vous êtes, soit dit en passant, les premiers, en dehors de quelques spécialistes, à voir cette image. Durant toute cette période de 650 000 ans, le taux de CO2 n'a jamais été supérieur à 300 ppm, 300 parties par million. Et comme je vous le disais, on a aussi les températures. Voici la courbe des températures sur notre Terre. Il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Plus il y a de dioxyde de carbone, plus la température augmente, parce que le CO2 piège davantage de chaleur solaire. Le taux de CO2 n'a jamais dépassé 300 parties par million. Et voici où il en est aujourd'hui. Bien supérieur à ce qu'il a jamais été, aussi loin que remonte cette étude. On en est déjà à ce niveau. Vous voyez à quel point on est au-dessus du cycle naturel, et nous en sommes responsables. Mais dans les 50 prochaines années, le taux va continuer à grimper. Quand les enfants qui sont ici auront mon âge, voilà où nous en serons, dans moins de 50 ans. Vous connaissez l'expression « crever le plafond ». Dans moins de 50 ans, on en sera là. Tous les faits, toutes les dates, tous les chiffres de cette étude sont indiscutables. Les sceptiques de service diront « Et alors ? Ça semble tout à fait normal. » Rien faire pour empêcher cela serait profondément immoral. Vous avez là la courbe des températures depuis la guerre de sécession. Certaines années, il peut sembler qu'elle baisse, mais la tendance générale est extrêmement claire. Et depuis quelques années, elle est ininterrompue et s'accentue. De fait, les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées dans l'atmosphère l'ont toutes été dans les 14 dernières années. Et la plus chaude de toutes fut l'année 2005. On a déjà connu des vagues de chaleur, dont les experts prédisent qu'elles seront de plus en plus fréquentes. Il y a quelques années, en Europe, la canicule a tué 35 000 personnes. On a moins parlé de l'Inde, mais la même année, la température y est montée jusqu'à 50 degrés. L'été dernier, dans l'Ouest américain, de nombreuses villes ont connu des records de chaleur, avec plusieurs jours consécutifs à 38 degrés, et même quelquefois plus. 200 villes de l'Ouest ont ainsi battu leur record historique. Les hausses de température touchent le monde entier, océan compris. Ça, ce sont les écarts naturels de température des océans. Certains disent « c'est normal, ça varie, pas d'inquiétude ». Voici ce qu'aurait dû être cette courbe pour les 60 dernières années.
Et l'on vient d'avoir la vraie courbe des températures des océans. Et bien sûr, plus les océans se réchauffent, plus les tempêtes se renforcent. On a subi depuis quelques années plusieurs ouragans. Les ouragans Ginny, Frances et Ivan notamment. Et l'année de cette série de gros ouragans, on a aussi battu le record des tornades aux USA. Le Japon, là encore, n'a pas fait la une de nos médias, mais un record y a été battu pour les typhons. Le précédent record y était de 7 typhons annuels. Il y en a eu 10 en 2004. Nous recevons des appels déchirants de gens qui nous disent « Je suis dans mon grenier, je n'en peux plus. J'ai de l'eau jusqu'au cou, je ne crois pas que je pourrai tenir longtemps. » Et ça... Un autre effet du réchauffement dont on parle moins souvent est l'augmentation des précipitations, mais davantage sous la forme de gros orages ponctuels. Parce que l'évaporation des océans entraîne une accumulation d'humidité qui retombe sous forme de pluie torrentielle. L'Europe a eu une année comparable à celle que nous avons connue ici. Une de ces années où la nature est devenue folle. Toutes sortes de catastrophes exceptionnelles, dignes de l'Apocalypse. Inondations en Asie, Mumbai en Inde, en juillet dernier, 94 cm de pluie en 24 heures. De loin le pire déluge qu'aucune ville indienne ait jamais connu. Beaucoup de crues en Chine également. Le réchauffement planétaire, paradoxalement, provoque non seulement davantage d'inondations, mais aussi davantage de sécheresse. De ces deux provinces voisines, l'une a connu une grave sécheresse, tandis que l'autre était engloutie. Voici le lac Tchad, autrefois l'un des plus grands du monde. Il s'assèche depuis plusieurs décennies et aura bientôt totalement disparu, ce qui complique grandement les problèmes que connaît déjà la région. Deuxième cause de ces situations, lorsque les rayons du soleil frappent la glace, ils sont renvoyés à plus de 90% dans l'espace, comme par un miroir. Mais quand le rayonnement solaire frappe la mer libre, il est absorbé à plus de 90%. Et par conséquent, l'eau se réchauffant, cela accélère la fonte des glaces. Ce n'est pas bon pour les créatures comme l'ours polaire qui dépend de la glace. Selon une nouvelle étude scientifique, on retrouve des ours polaires qui se sont noyés après avoir nagé plus de 100 km pour trouver de la glace. On ne voyait pas cela avant. Et que représente pour nous cette immense étendue d'eau au sommet du monde qui fut jadis recouverte de glace? Cela devrait nous inquiéter car ça a des effets planétaires. Le climat de la Terre est comme un grand moteur qui distribue la chaleur de l'équateur au pôle au moyen des courants marins et des vents. Et l'un des plus préoccupants et auxquels ont été consacrés le plus d'études se situe dans l'Atlantique Nord, où le Gulf Stream remonte à la rencontre des vents froids venus de l'Arctique et du Groenland, ce qui provoque de l'évaporation, et la vapeur dégagée par le Gulf Stream est poussée vers l'Europe par les vents dominants et la rotation. Un barrage de glace qui s'était formé à l'est vint à se rompre. La masse d'eau douce se déversa en éventrant le lit du Saint-Laurent, et elle dilua les eaux denses, froides et salées, les adoucit, les allégea, elles cessèrent donc de s'enfoncer, et cette pompe s'arrêta. Et le transfert de chaleur cessa, et l'Europe connut une nouvelle glaciation de 900 à 1000 ans. Ce passage de conditions climatiques comparables à celles que nous connaissons aujourd'hui à une période glaciaire a pu s'effectuer en à peine une dizaine d'années. C'est un bond très rapide. Bien sûr, ça ne se reproduira pas, puisque les glaciers nord-américains ont disparu, et est-ce qu'il reste un gros morceau de glace dans les parages? Ah oui.